Ça l'a beaucoup apaisée parce que je la soupçonne d'avoir des allergies. Et donc elle a pas mal de difficultés digestives notamment, et ça l'apaise quand elle est en peau à peau. Donc forcément si elle est apaisée, dans la famille on est plus apaisé aussi. Elle a quelques tensions aussi dues à la naissance qui ont été déliées par un ostéopathe. Et après ça elle avait besoin de... Enfin c'est compliqué, il y a toujours l'effet rebond. Donc les symptômes sont plus forts, plus de reflux, plus de nervosité. Donc la recoller contre ma peau, ça lui faisait du bien. À moi aussi d'ailleurs. Elle fait du pot à pot avec d'autres membres de la famille? Avec son papa. Avec son papa. Mais pas les garçons. Puis elle a eu ses vaccins récemment. Donc là aussi ça a été compliqué à gérer pour elle. Donc elle a été tout de suite mise dans mon t-shirt. Dès qu'on la sent un peu stressée ou pas à l'aise, on la met en peau à peau. On l'a emmenée voir un chiropracteur la semaine passée, parce qu'on soupçonne la présence de freins dans sa bouche qui occasionne des tensions. Et après avoir manipulé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit dans le cadre d'une visite chez un chiropracteur, c'est la première personne thérapeute quelque part qui nous a conseillé d'utiliser le pot à pot juste après la séance. Donc on ne s'en est pas privé, je dis ça tombe bien. Et quand elle m'a téléphoné le lendemain pour voir comment ça s'était passé, et que je lui ai dit qu'elle venait de faire ses vaccins, elle dit « Oh, si vous m'aviez dit, je vous aurais demandé de les décaler, mais surtout, utiliser le pot à pot, ça lui fera du bien. » Je dis « Ça tombe bien, elle est dans mon t-shirt. » Et tu n'as pas eu d'autres intervenants de santé qui ont parlé du pot à pot? Non. C'est la seule. Non, oui. Ma sage-femme peut-être, je pense. Mais sinon, oui, dans les personnes plus classiques, plus conventionnelles, c'est la seule. Bien qu'un chiropracteur, je suis pas sûre que ce soit vraiment conventionnel. Salut, chat. Et l'entourage a posé des questions sur votre pratique du pot à pot? Maintenant, ils sont habitués, je pense, à nos manières de faire un peu différentes de ce qu'ils ont fait eux. C'est ça qui est bien, c'est plus on a d'enfants, moins ils posent ces questions. Et vous en avez parlé à vos amis ensuite? Quand ils ont eu des bébés? Oui, nos amis qui partagent la même philosophie que nous, oui. Oui, c'est sûr, on partage un peu nos trucs et astuces comme ça, nos bons plans, entre guillemets. Donc oui, ça oui. Mais pas avec des amis qui ne partagent pas ces points de vue-là. On a déjà été catalogués et mis mal à l'aise parfois par rapport à certaines pratiques qu'on utilisait. Donc on évite toute polémique. Quand on sent les gens pas réceptifs, on ne partage pas. Pas qu'on refuse de leur faire part de... C'est juste que parfois on n'a pas envie de rentrer dans une polémique et de discuter, d'expliquer les bienfaits et le pourquoi. Et puis chacun fait comme il veut, de toute façon, c'est bien comme ça. Dès la naissance, on les prend en peau à peau, mais c'est tellement gai de le refaire par après, de continuer ça, de prendre le temps de l'avoir, d'avoir son bébé contre soi, de l'apaisement qu'on ressent. Et puis ce que j'aime bien moi dans le pot à peau, c'est que y a des t-shirts qui nous permettent un peu plus de bouger, mais il y en a d'autres où on doit plus rester au calme et donc vivre au rythme de son bébé, et donc être forcé, c'est malheureux d'en arriver là, à se reposer
et à s'écouter et à prendre le temps dans notre société où justement on doit se relever tout de suite, être disponible tout de suite, reprendre sa vie tout de suite, qu'elle soit sociale ou familiale ou autre. Bah, le pot à pot, c'est un peu le bouton pause. Ça fait du bien. C'est avant tout un plaisir. C'est d'abord pour ça qu'on le fait, c'est pas... En plus, ça apporte plein de bienfaits, c'est tant mieux. Mais c'est d'abord pour ça, puis ça devient un réflexe aussi. Quand mon bébé ne va pas bien, c'est tout de suite je le déshabille. Je pense que ma mère m'avait raconté ça. J'étais un bébé qui pleurait pas mal et elle avait essayé, on essaye toutes les mères, prendre le bain, le mettre au lit, de le bercer, de le promener, je ne sais. Et elle m'avait dit, la seule chose qui avait marché, c'était de te mettre toute nue. Et j'avais gardé ça, je dis, bah un jour, je me souviens de Marius qui avait pleuré, et je dis, bah, je sais pas, je dis, bah je le mets tout nu, on va voir ce qui se passe. Bah, il m'a un peu regardé, j'imagine un peu interloqué. Mais bon, comme il est né en hiver, on n'a pas pu le laisser tout nu. Et c'est très naturellement qu'on le remet contre soi et qu'on cherche des façons de se couvrir en maintenant ce contact. Donc naturellement, je pense que quand on se sent dépassé, quand rien ne va, bah, ce contact aide. Peut-être qu'on a besoin de professionnels de la santé qui l'auront vécu eux-mêmes. Peut-être, oui. Oui, parce que c'est encore un peu... Maintenant, quand un enfant ne va pas bien, on se retourne vers son pédiatre et on cherche une solution. Et qui dit solution dans notre vie actuelle, c'est un médicament, c'est quelque chose qu'on peut donner. Alors qu'au final, la réponse, elle est parfois toute simple, elle est juste en nous, sur nous. Parfois, un simple contact peut résoudre beaucoup de situations. Dans une vie où tout va trop vite et où, personnellement, j'ai du mal à me poser et profiter, c'est compliqué pour moi de prendre ce temps, et même quand je le prends, de le savourer et de profiter de chaque seconde. Le pot à pot, ça aide à ça. Parce que on est là, on est collé, et on n'a rien d'autre à faire que de se regarder soi, de respirer, de prendre le temps de savourer le temps qu'il fait dehors. Ça nous permet de prendre aussi un peu de temps quand ma fille est apaisée, de lire. Prendre le temps de lire quand on a plusieurs enfants et un travail, bah, on ne fait pas toujours. Juste se poser, ça fait du bien, s'écouter. Et là, vous êtes sur un fauteuil à bascule, en fait. Oui. Oui, ça c'est... C'est apaisant pour tout le monde. Ça c'est... Le relent d'une vie passée. C'est un peu la grand-mère au coin du feu sur son fauteuil à bascule. C'est agréable de retrouver ce mouvement de balancement, même en tant qu'adulte. C'est bien simple, toute la famille se jette dessus, on se bat pour ce fauteuil. Même les chats, c'est dire. Donc on est replongées toutes les deux dans ce mouvement de balancement qui est un peu un rappel de la vie fétale, j'imagine. Même si pour moi c'est loin. Plus loin qu'elle. Et comment était le né? Vite. À la maison. Et comme on l'avait prévu. Et comme je le souhaitais. Donc elle a bien fait les choses, elle m'a bien prévenue en avance. La poche des os s'est rompue l'après-midi sans contraction, tout doucement. Ce qui m'a permis de me faire à l'idée que j'allais accoucher aujourd'hui, enfin ce jour-là. Donc, écoute, je raconte ton histoire. Et elle a vraiment respecté tous mes souhaits. Donc j'ai pu me faire à l'idée que j'allais accoucher, j'ai pu préparer ma maison, j'ai pu dire au revoir à mes enfants, j'ai pu ranger, j'ai pu tout préparer.
C'était sympa, passer un moment avec son papa, en amoureux, avant qu'elle n'arrive. On a même pu faire une sieste. Et puis les contractions ont commencé dans la soirée. Il était souriant. Il était souriant. Oui. Et ça a été très gérable. J'étais dans mon salon, sur mon ballon, avec des bougies, c'était gai. Et puis les sages-femmes sont arrivées à 11h30. Et là, les contractions étaient plus douloureuses et mademoiselle est née 40 minutes après. Oui. Comme un boulet de canon. Elle est tombée sur le tapis. Enfin, sur le matelas. Il y avait un matelas. Son papa est venu la prendre dans ses bras le temps que j'atterrisse. Puis je l'ai prise sur moi, en peau à peau. Il est resté sur moi toute la nuit, contre moi. Oui. Et toute la journée du lendemain, en fait, si je réfléchis. On l'a un petit peu habillée après quand la famille est venue la voir. Pour ne pas qu'elle attrape froid. On lui a mis son petit body, son bonnet, ses petites chaussettes. Donc, Vous avez vécu le pot à pot avec vos deux garçons? oui. Oui, Marius forcément, puisque donc mon deuxième, parce qu'il est né dans la voiture, donc il a fallu que je trouve un moyen pour le réchauffer avant que je sois prise en charge, et ça a été tout de suite contre moi, emballé dans un essuie et dans mon grand gilet. Et Max, qui lui est mon grand, est né à la maternité. Oui, lui était classiquement posé sur mon ventre. Il est resté, je me souviens moins bien, mais oui, il est resté en peau à peau le temps qu'on campe le cordon et que j'ai ma délivrance. Et puis il est parti juste à côté pour les soins habituels, plus classiques. Et là, Marius est dans un autre t-shirt peau à peau avec un signe autour pour le maintenir. C'était mon préféré à l'époque, qui est intimement lié avec sa toute petite enfance. Et là, c'est nous. Tout nu, surtout pour lui. Hors du t-shirt. C'est un porte-bébé. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir mes 3 bébés en peau à peau après leur naissance. On a moins pratiqué pour le premier, après. Quoique ça m'est... Non, si j'ai quand même allaité en peau à peau, mais c'était moins en connaissance de cause. J'étais plus scolaire pour mon aîné. Scolaire? Oui, il respectait tous les dictats de périculture. Le laver tous les soirs, l'habiller, le mettre dans son petit lit. J'ai plus fait ça avec les suivants. Le deuxième, déjà il a dormi avec moi pendant très longtemps, dans mes bras. Il a été beaucoup plus porté. En fait, j'ai découvert le portage quand mon grand avait 5 mois. Comme forcément ses frères et sœurs, son frère et sa sœur ont découvert ça dès leur naissance. On était plus à l'écoute de nous, des besoins de nos enfants. Moins scolaire. On a fait fi de toutes les recommandations et tous les bons conseils qu'on peut avoir lors d'une naissance. Et on s'est plus écouté. Ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un mari qui a été élevé comme ça, qui est d'origine allemande, et dont la maman a
beaucoup utilisé le maternage pour élever son fils. Donc lui a été baigné dedans étant petit et c'était bien plus facile de me laisser aller et de me faire confiance de ce point de vue-là quand j'ai eu mes enfants après. Okay. Mon aîné, son papa est quelqu'un de plus cartésien. C'est pour ça qu'à la maternité, il m'a dit tu le laisses dormir dans son petit box à l'écart et tu le laisses pleurer, il faut qu'il comprenne. Je me suis empressée de lui demander de rentrer chez nous pour qu'il aille se reposer, pour reprendre mon bébé près de moi. Et la différence, un enfant n'est pas l'autre évidemment, mais mon grand, c'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a fait découvrir le portage, c'est lui qui m'a fait découvrir le maternage, mais forcément il en a bénéficié plus tard. Il dormait dans son lit, mais je l'ai repris avec moi pour les siestes quand il avait, je sais pas, il devait avoir quoi, 9-10 mois. Donc après on a fait les siestes, on a fait le schéma à l'envers, quoi. Il passait ses nuits et ses siestes dans son lit et je l'ai repris près de moi par la suite. À la suite de son papa. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert tout ce que... et que j'ai appris tout ce que je sais maintenant pour mes 2 enfants suivants. Et voilà, c'est un petit garçon qui a moins confiance en lui que... Enfin, pour Mazarine, je sais pas encore dire. Mais par rapport à Marius, c'est ça ou pas, on ne saura jamais dire, mais... Il est toujours fort en demande d'affection, de câlin. Il demande encore pour venir dormir avec moi. Alors qu'il a 10 ans, mais c'est gay, on fait un grand lit collectif comme ça, c'est sympa. Quand il en a besoin. Marius, mon deuxième enfant, me demande toujours: maman, est-ce qu'elle t'entend quand tu lui parles et est-ce qu'elle te comprend? Je dis oui, je dis elle m'entend, elle sent réagir à ma voix. Je dis elle me comprend, ça c'est le grand mystère de la vie. Moi je pars du principe que c'est une petite personne qui comprend forcément tout ce que je dis et qu'il n'y a pas de différence, même si elle ne comprend pas nécessairement chaque mot, elle comprend les intentions, donc il y a une compréhension forcément. Et c'est vrai que le toucher apaise, le toucher est là pour communiquer et renforcer la communication. La présence d'un bébé, c'est irrésistible et c'est le premier lien. C'est peut-être instinctif comme ça. Un bébé ou un ventre de femme enceinte brise tous les codes sociaux qui peuvent exister. Parce qu'on essaie de rentrer en communication avec la personne, je sais pas. Le toucher apaise, on se rend compte de plein de choses. On peut se rendre compte si l'enfant a froid, a de la température, ça rassure, ça affirme une présence, un soutien, ça détend. Qu'est-ce que ça fait du bien quand mon mari me pose sa main dans mon cou à la fin d'une longue journée, ou mes enfants font des guigui sur le bras, ou on a besoin de ces moments-là pour se retrouver après une journée à l'école ou au travail. C'est nécessaire, c'est vital. Enfin pour moi en tout cas. J'avais entendu parler des doulas, mais sans vraiment comprendre la différence avec une sage-femme, si ce n'est que la sage-femme s'occupe du côté plus médical. Et elle était présente à l'accouchement, c'était sympa. Du coup, on était bien encadrés puisque c'était un accouchement à domicile. On avait 2 sages-femmes et une autre doula qui était présente. Ça me tenait à cœur que mon mari se sente à l'aise dans cet accouchement et que, sachant que les sages-femmes étaient là
pour moi, pour le bébé, d'avoir quelqu'un supplémentaire pour veiller à ce que les bougies soient allumées, pour veiller à ce que Pat soit bien intégré dans cet accouchement. C'était un plus, puisque la naissance de notre deuxième enfant s'est fait dans la voiture et que lui conduisait et qu'il n'a pas pu plus assister que ça, ça lui tenait à cœur de faire partie pleinement de notre accouchement, qui devrait être notre dernier. Donc je pense que ça a aidé à ce qu'il prenne bien sa place. Quand une femme est enceinte, dans mon cas, on s'occupe toujours de moi, c'est une échographie, c'est moi dont on parle, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu envisages l'accouchement, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, quelles sont tes émotions. C'est vrai qu'on me demande moins au père, on en parle un peu, on leur laisse quand même un peu moins de place. Et ici, avec notre doula, lui a pu vraiment exprimer ses craintes, ses attentes. C'était super constructif, on lui a vraiment laissé une grande place et c'était important pour nous de prendre ce temps-là dans le processus de la grossesse et de la naissance, dans le processus de la préparation. Et ça nous a vraiment beaucoup apporté. Je peux te dire, maman, pourquoi il est triste. Il avait préparé un bouquet pour toi et il y a un copain qui lui a pris. Oh mon cœur, oh mon petit chien, mais je suis super heureuse que tu aies pensé à moi. Ça me fait plaisir. Et un quelqu'un qui a pris. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Merci d'avoir pensé à moi, mon chaton. Oui, c'est triste d'avoir quelqu'un qui prend son petit bouquet de fleurs. Le plus important, c'est que tu l'aies fait. Quel lien y a-t-il au quotidien entre portage et pratique du pot à pot dans votre histoire? C'est intimement lié parce que le pot à pot, idéalement pour moi, c'est être allongé ou comme pour le moment, ne rien faire, ne pas bouger, juste profiter du moment, c'est super important. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, quand on a une vie de famille, qu'on a d'autres enfants, qu'on a des impératifs quels qu'ils soient, parce que même si pour le moment je ne travaille pas et que j'ai la chance de reprendre le travail que beaucoup plus tard, mes enfants, il faut quand même aller les chercher à l'école. Il y a quand même des tâches minimum à accomplir, même si on lâche prise et qu'on essaye de faire le moins possible. Il y a quand même la vaisselle à faire tourner, les courses à faire, la cuisine à faire, même si j'ai beaucoup de chance, moi c'est mon mari qui cuisine. Mais il y a quand même des tâches. Et donc quand on est en pot à pot, c'est pas toujours facile de bouger. Et sortir son bébé, l'habiller, pour le remettre dans le portage ou pour accomplir ses tâches, c'est pas toujours évident. Des fois on est bien, le bébé dort, on n'a pas envie de le bouger ou de la réveiller. C'est facile alors de venir nouer un système de portage quel qu'il soit pour bien soutenir le bébé dans le top du pot à pot ou simplement le laisser tel qu'il est et pouvoir vaquer à nos occupations sans le perturber outre mesure. Moi ça m'arrive tout le temps, je la glisse dans un t-shirt et je suis posée, je lis un livre et puis c'est l'heure d'aller chercher mes enfants ou mes enfants sont là, ils ont faim, il faut leur faire à manger. Si je veux utiliser mes deux mains, je noue une écharpe, que ce soit un sling ou une longue écharpe comme celle-ci. Je l'attache, je fais le nœud de manière à bien sécuriser le bébé pour ne pas qu'elle glisse et je peux alors vaquer à mes occupations sans problème, sans la déranger. Et ça m'arrive aussi d'aller chercher les enfants à l'école, je passe alors ma veste de portage au-dessus. Donc elle est nue en pot à pot contre moi, dans un t-shirt, emballée dans l'écharpe pour maintenir et la sécuriser, et avec la veste de portage par-dessus. Donc ça permet de l'intégrer dans notre vie et de continuer à vivre et tout en préservant ce contact unique qui est là. Et
Voilà. Donc c'est effectivement intimement lié. Quand elle est dans un top ou à peau, un t-shirt, bah des fois j'ai la flemme, j'ai pas envie, quand c'est juste pour me faire ma tartine à moi, c'est pas, j'ai pas envie de le faire, donc je la maintiens avec une main, bah il me reste qu'une main et c'est pas toujours évident de se tartiner quelque chose avec une main. Donc il y a le pot à pot de détente et le pot à pot qui s'inscrit dans l'action. Dans l'action, oui. Ah oui. Souvent il s'endort, donc enfin, quand on est tout nu et qu'on s'endort bien au chaud, on n'a pas envie d'être tiré de là pour accomplir les tâches du quotidien. Bah, je me dis, bah, ma fille c'est pareil, donc si je peux la laisser où elle est, bah voilà. C'est pas toujours possible, hein. Quand il faut prendre la voiture, bah voilà, forcément on utilise un siège auto, donc là il faut la rhabiller et il faut penser à la sécurité d'abord, ça va de soi. Et quand on peut allier confort et sécurité, on en profite. Je crois que la grand-mère de vos enfants est psychologue. Oui. Oui, tout à fait. Mais elle se fait. J'ai des retours de plus en plus positifs. Ou alors je comprends mieux ma mère, je ne sais pas. Je pense que ma mère était très inquiète à l'idée que j'ai un troisième enfant. Elle m'a d'abord dit, mais tu vas pas l'élever comme Marius parce que sinon tu sauras pas faire, tu sauras pas gérer les autres, tu t'en sortais pas. Et moi qui l'ai d'abord pris comme une critique de ma manière d'être et ma manière de faire, j'ai en fait compris que non, en fait elle se tracassait pour moi. Et elle avait peur que je ne m'en sorte pas pour moi, que je craque ou que ce soit trop compliqué pour moi. Mais ici, elle me dit, mais moi j'aurais bien aimé pouvoir faire ça avec toi. Parce qu'elle me disait à la maternité, elle me l'a encore raconté il n'y a pas longtemps, quand elle m'avait à bras, les infirmières rentraient dans la chambre et on lui disait, mais posez votre bébé madame, vous allez en faire un enfant capricieux, vous devez la déposer. Donc ma mère qui est très scolaire, comme moi je l'étais avec mon aîné, bah, me déposait et bah, elle dit non, au final j'aurais bien aimé te garder dans mes bras et faire comme j'avais envie de faire et pas comme on me disait de faire. Donc mais quand elle a mes enfants, elle les prend dans les bras, elle les garde dans ses bras, elle en profite aussi. Donc, mais ma mère est très poussette, hein. C'est tout un mythe, la poussette, pousser la poussette, elle adore ça, je sais pas pourquoi. Mais elle a porté tous mes enfants. Le bercement, c'est important. Oui, oui, on garde ça longtemps, même quand les enfants ne sont plus des bébés. Oui, c'est le mouvement, c'est instinctif, je pense. On a un bébé, je regardais un peu. Enfin, j'ai une belle-sœur qui est toute jeune et qui n'a pas encore d'enfant. Et Mazarine a pas mal de soucis de reflux. Donc, à table, bah, quand je mange, bah, je passe mon bébé à ma belle-sœur qui adore les enfants et qui est hyper maternelle. Et pour qu'elle la maintienne plus verticale, parce qu'elle n'aime pas être déposée. Et elle qui n'a jamais eu d'enfant, bah, je n'ai besoin de rien lui dire. Elle la berce. On fait tous ça. Quand on a un bébé, on berce pour qu'il se sente bien. Je sais pas si c'est censé rappeler, je sais pas, les mouvements utérins, j'imagine. Et oui, dès qu'on a un bébé, on se balance, on se berce. Et dès que j'ai un bébé dans les bras, en portage, je me berce, je me balance. Et même après, quand on n'a plus de bébé, on se rend compte quand on est debout, on continue. Ça a quelque chose qui est resté comme ça. Puis, oh non, je porte plus personne, en fait, je suis pas obligée de me balancer. Et même mon grand, à 4 ans, quand j'ai dans les bras, j'ai encore le réflexe encore de... Alors que il n'y a pas de demande de sa part, il n'y a pas d'inconfort de sa part, il n'y a pas... C'est quelque chose qui s'inscrit... Oui, ça m'apaise, je crois aussi, au final. Je sais pas qui ça apaise le plus, si c'est mon bébé ou moi. Les deux, sûrement. C'est peut-être moi que ça apaise via ma peau, ça apaise mon bébé. Mais le mouvement, c'est la vie, hein. On a besoin de mouvement.
Si je réfléchis bien quand je m'endors, j'ai toujours besoin de bouger un petit peu, c'est simplement frotter mes pieds l'un sur l'autre. Ça reste, hein, le contact, le mouvement, c'est... ouais, il n'y a pas de secret. C'est marrant parce que mon aîné Max est parti au sport d'hiver il n'y a pas très longtemps. Et il m'expliquait hier qu'un de ses amis, pour s'endormir, il doit se rouler comme ça dans son lit. Donc c'est aussi une forme de bercement. On garde ça peut-être toute notre vie. Et puis ces odeurs de bébé. Quand on porte ou quand on est à peau comme ça. Envie de les bouffer. La courbe. Ça reprend bien ton ventre de grossesse, hein. Comme ça. Je veux dire, l'enfant, quand on le porte, on place une main sous ses fesses et elle vient se remettre en boule, là, un peu en grenouille, en fonction évidemment de comme ils sentent. Quand elle a du reflux, elle est plus droite, alors elle se campe évidemment. Et au portage, c'est la même chose, effectivement, ça repositionne le bébé en position fœtale. D'ailleurs, on dit toujours, hein, dans les écharpes, il y a la poudre de dodo vendue avec. Ils s'endorment tout de suite, bien souvent. Enfin, tout petit, après, plus grand, ils mettent un peu plus de temps, puisqu'ils aiment observer. Donc, en portage ou en peau à peau, quelles sont les petites choses que vous vérifiez au niveau posture et sécurité? Alors, la sécurité, toujours les voies respiratoires dégagées. Et sécurité, veiller à ce qu'elle soit bien maintenue. Que si on doit bouger, qu'elle ne glisse pas, qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne se décapsule pas. Donc, quand c'est vraiment le fait de sortir de la poche comme ça. Voilà, moi, c'est ça à quoi je fais systématiquement attention, bien sûr. Et puis, oui, quand on a des anneaux, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de petits doigts qui se coincent ou qu'elles ne se cognent pas. Et dans une aide au portage type Tonga ou dans un sling qu'on rassemble à lanière quand il fait très chaud? Veiller à ce que ce soit bien équilibré, que le bébé soit bien positionné. Donc, moi, je vais toujours mettre une main quand même en soutien pour m'assurer qu'il n'y ait pas de défaillance technique ou de... Voilà, des fois on les place vite, en plus les Tonga ça va vite. On les place vite fait, on est souvent... Je mettais toujours une main au cas où j'ai coupé quelque chose. Veiller à ce que le bassin soit bien basculé, ça aide à ce que l'enfant reste naturellement penché sur soi. C'est un peu comme sur son ventre de femme enceinte, hein. Je disais, c'est le contact. Le contact, c'est sécurisant. Ça me sécurise moi, vérifier qu'elle va bien, qu'elle est bien positionnée, qu'elle ne risque pas de tomber. Ça sécurise elle. J'imagine, je suis là, je fais attention à toi, même si tu es contre moi, je occupais à autre chose, hein, les tâches ménagères ou autres, les autres enfants. Mais la main, oui, je suis là, mais je fais attention à toi. Je vérifie comment tu vas. Je veille sur toi et le chat. Et puis c'est par plaisir aussi. C'est la sécurité, c'est sûr, veiller que tout est toujours bien en place, qu'il n'y a pas de soucis. Et c'est aussi, voilà, même si elle tient toute seule et que c'est travailler par son odeur, par son poids dans mes mains, pas seulement sur mes épaules, c'est... Oui, poser mes mains, c'est prendre le temps, accueillir le moment. Bonjour le chat, tu poseras une patte. Que ce soit des aspects médicaux plus compliqués ou émotionnels, le toucher, c'est... Il suffit d'imaginer pour soi
Qu'est-ce qu'on préfère, pleurer toute seule dans son coin? Parfois oui, mais ça fait du bien d'avoir une main rassurante et apaisante qui vient, bienveillante, se poser sur soi quand on éprouve des difficultés, quelles qu'elles soient. Un enfant si petit, c'est pareil, c'est même encore plus indispensable, lui qui ne comprend pas le monde encore dans lequel il a débarqué. Et il n'y a pas que les mains. Hein, on dit à hauteur de bisous. C'est pour ne pas s'en priver. Le nez, regarde. Il respire, il aspire. Chaque seconde, chaque odeur, ça devrait être mon dernier bébé. Donc c'est vrai que c'est une façon de prolonger ces petits moments, de les incruster dans ma mémoire à vie, puisque en toute logique, je ne devrais plus être maman d'un petit bébé après elle. Donc c'est la dernière fois que je pourrais être aussi intime avec une petite personne. Je ne me permettrai pas ça sur les bébés des autres. Quand on vient d'accoucher, de quoi a-t-on besoin? Que son enfant se sente bien et soit en sécurité. Et nous, l'avoir à portée de nez, de main, pour retrouver un aspect rassurant et de pouvoir continuer sa vie ou faire une pause dans ses tâches quotidiennes. Mais je réfléchis, moi je ne me souviens pas avoir eu un grosse chute hormonale. Enfin si, sûrement, mais ça ne me souvient pas du côté dramatique que j'ai eu avec mes deux premiers. Mais parce qu'elle est tout le temps collée à moi et en permanence, oui, c'est clair. Et ici, on traverse quelques soucis de santé qui m'inquiètent par moments. Par rapport notamment à ma lactation, où j'ai peur qu'elle ne stimule pas suffisamment suite à ces soucis-là. Mais de la savoir près de moi, je sais que naturellement, mon corps va pallier à ça et qu'il va fournir et fabriquer le lait dont elle a besoin. C'est rassurant, donc ça apaise mes angoisses. Et ce qu'on va devoir affronter, le confort et l'assurance qu'on retrouve à apporter à son enfant alors qu'on est démuni point de vue médical, hein, on n'est pas médecin. Ça fait du bien de les envelopper comme on peut, de faire tout ce qu'on peut pour eux, de les... Voilà, hors médication et hors médecine, et juste être là, avec son corps, son cœur. Quand j'étais plus jeune, j'ai un frère qui a 11 ans plus jeune que moi, et j'étais toujours frustrée quand il pleurait, qu'il était triste. C'est pas moi qui l'appelais, c'était ma maman, forcément. Et je me dis, moi je peux pas l'aider, je me sentais un peu démunie, comme ça, un peu jalouse aussi. Je dis, mince, c'est maman qui compte le plus pour lui, ce qui est logique. Et j'étais encore toute jeune, et je dis, vivement que je le sois aussi pour être celle qui puisse aider, rassurer, à qui on fait appel au moindre petit souci. Bon, du coup, quand ça aide, parfois c'est pas toujours évident de la seule à pallier, mais c'est tellement gratifiant d'être Indispensable. indispensable. Ouais, c'est vrai. N'ayons pas peur de le dire. On ne reste pas longtemps. Alors il faut en profiter. Donc non, je pense que l'amour contribue au fait que l'enfant se sente bien. Et si l'enfant se sent bien, c'est lui donner des ailes pour plus tard. Ça, c'est le meilleur carburant qui soit, l'amour. Et quand oui est satisfait dans ses besoins de contact physique, d'amour, de réassurance et tous les autres besoins fondamentaux des plus évidents, il est pour moi plus à même à s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est sûr, un enfant, ça a besoin. Quand on a besoin et qu'on est si petit, on ne peut pas toujours faire autrement que d'exiger. On ne sait pas, on n'a pas les armes ou les outils pour se faire comprendre. C'est à nous de leur apprendre ça. D'exprimer leurs besoins d'abord, d'exprimer leurs besoins de façon respectueuse de tous. C'est aux parents de... Je pense à mon 4 ans en disant ça, qui bien souvent s'assied dans le divan en disant « J'ai faim !»
Ben oui, je comprends, tu as faim, ben tu peux aller te servir, ou tu peux me demander gentiment, maman, j'ai faim, qu'est-ce que je peux manger Voilà, c'est à moi de lui expliquer que la forme impérative qui répond à son besoin impérieux de manger à ce moment précis qui est tout à fait logique, ben on essaye de la nuancer en grandissant. Mais le fait est qu'il a faim et qu'il faut qu'il mange. Mais c'est encore une fois un regard de la société, à mon sens, qui est un peu spécial. On voudrait avoir des enfants, que ça ne change en rien nos vies. Mais moi, je me dis toujours, j'ai choisi de faire mes enfants pour changer ma vie. Si je voulais pas changer de vie, je pense pas que j'aurais eu d'enfants. Et changer ma vie, c'est tellement... C'est réducteur. Mes enfants ne sont pas toute ma vie, ils font partie de ma vie. Et j'ai choisi de les avoir, j'ai choisi de m'en occuper, forcément. Et pour moi, m'en occuper, c'est répondre à leurs besoins. Et répondre à leurs besoins, c'est satisfaire leurs demandes. Et une fois où je les sens satisfaits, bien dans leur peau, moi, je me sens bien dans mon rôle de mère. Au début, c'est vrai que c'est prenant, ça c'est certain, mais on sait tous que ça ne dure pas. Alors, il y a des moments, oui, on est un peu plus fatigué que d'autres, il ne faut pas se mentir, où on se dit, oh là là, j'en ai marre d'allaiter toutes les 30 minutes, je ne fais plus que ça, je voudrais bien aller aux toilettes tranquille, plus qu'une fois. Mais qu'est-ce que c'est 3 ans de vie, 4 ans de vie après c'est des êtres humains qu'on forme, c'est tellement important et puis c'est tellement valorisant de les voir grandir en toute sécurité, en toute assurance et c'est tellement beau de les voir évoluer avec tout ce dont on leur a apporté que ça en vaut toutes les peines du monde. Une fois de temps en temps je dis oh je voudrais faire autre chose, c'est certain, mais tout de suite je me rappelle que ça dure tellement peu de temps et puis voilà, ça nous force à nous poser dans notre vie où on court tout le temps. Je l'ai déjà dit, mais on court tout le temps, où on est pressé, ou ici, bah non, j'ai un bébé, bah je reste chez moi. Je prends le temps, ma maison n'est pas rangée, mon linge n'est pas fait, ça c'est vrai. Les poussières, oh, c'est une catastrophe, les lits sont pas changés toutes les semaines, bah c'est pas grave. Personne n'est mort, personne n'est malade de ça. Et en attendant, je forme des petits êtres humains qui grandissent avec de la confiance nécessaire, l'amour nécessaire, et t'as des filles, c'est gai. Bah, la vie sociale, elle se continue avec les gens qui voient les choses comme nous. On va manger chez des amis, et la petite dort sur moi, comme j'ai fait avec mes grands. Voilà, certains comprennent, d'autres pas. On nous propose parfois, ouais. Tu veux pas la mettre dormir en haut? Non, non. Non, voilà, quand j'ai allaité mes plus grands, bah, c'est comme ça. On a une vie sociale avec les gens qui nous acceptent comme tels, avec lesquels on se sent bien. Mais on a toujours une vie sociale, un peu moins. C'est sûr que je vais pas rentrer à 4h du matin, voilà. Mais on va aux anniversaires, on va au resto, on va manger dans la famille. Puis on retourne au cinéma par après, et puis c'est comme ça, maintenant on a Netflix à la maison, on se fait des films, c'est bien aussi. Il n'y a pas besoin toujours de sortir. Mais... Voilà, mais elle est un peu différente la vie sociale, on la met parfois tout petit peu en parenthèse si le besoin s'en fait sentir. Voilà, et elle reprend après, ou différemment, ou comme on en a envie, c'est ça qui est bien, on fait à la carte. Avec un bébé materné porté en peau à peau, on peut faire ça en fonction de soi. Respecter ses besoins à soi en tant qu'adulte aussi. Je suis pas sûre qu'il s'adapte, le bébé il est bien et nous accompagne quoi. C'est ça qui est chouette parce que apprendre à répondre aux besoins de ses enfants, c'est fondamentalement apprendre à écouter ses propres besoins à soi. Parce que moi j'ai pas grandi comme ça. Enfin, je suis plutôt le genre de personne à essayer de faire plaisir à tout le monde et au final à pas s'écouter soi. S'écouter les besoins de calme, ses besoins de repos, ses besoins de sortie, ses besoins de contacts sociaux. On fait en fonction des gens, des demandes, de la pression quelconque.
Ici, en s'obligeant à répondre aux besoins de son bébé, il faut d'abord être en phase avec ses propres besoins à soi. Je ne peux pas lui donner à manger si moi je meurs de faim ou je meurs de soif ou que je me sens pas bien dans ma peau, il faut aussi que je sois bien. Et donc c'est un équilibre à trouver, c'est ça qui est merveilleux, c'est en apprenant à les écouter, ça n'a pas commencé avec Mazarine, ça a commencé avec mes grands, on apprend aussi à se réécouter soi. Et donc, oui, il y a manger, boire et il n'y a pas que ça. Si je suis fatiguée, je vais dormir. Et si elle dort avec moi. C'est comme ça. Et puis on s'ajuste l'un à l'autre en fonction de ses propres besoins. Et c'est ça aussi, je suis là pour elle, pour ses besoins. Et puis parfois, c'est un besoin à moi qui doit passer absolument en première instance parce qu'il y a urgence. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Et si c'est urgent, parfois ça peut passer vite avant ses besoins à elle. Et je lui explique. Et puis comme ça, on est bien. C'est important. C'est une dualité en fait au final. C'est pas nécessairement tout axé sur elle. C'est une globalité. Il y a la dualité mère-enfant, puis il y a la globalité familiale aussi. Il y a les besoins des grands, du papa. Et justement, le maternage, le pot à pot, tout ça permet d'intégrer et de faire la place du nouveau-né dans ce cocon familial. Il faut que chacun se réajuste, retrouve sa place. Il y a un membre de plus, c'est pas évident. Il faut réorganiser toute la famille, il faut vraiment retrouver sa place. Et il n'y a pas que les enfants qui doivent retrouver leur place, nous aussi. Et ça, je trouve que ça permet de le faire en douceur. C'est plus facile de trouver sa place quand l'enfant est serein, collé à soi, quand on est à l'écoute de nos besoins, à tous. Et de forcer à écouter les besoins d'un tout petit bébé, on apprend de plus en plus à écouter ses besoins d'adulte et à réentendre peut-être les besoins des plus grands. On a moins... Voilà, quand ils sont grands, quand ils ont 10 ans, peut-être les besoins, on fait peut-être moins attention puisqu'ils savent se nourrir seuls. On leur fait à manger, rassurez-vous. Mais ils savent aller aux toilettes tout seuls, etc. S'ils ont mal, ils nous le disent, c'est beaucoup plus facile qu'un tout petit bébé où il faut sentir, c'est plus dans l'intuitif. Mais voilà, réapprendre à entendre les besoins de ces grands enfants, c'est aussi important. Pas nécessairement quand ils le communiquent verbalement. Et je trouve que ça aide à faire une place à tout le monde. Est-ce que le pot à pot permet de vivre tout ça de manière moins fatigante? Oui. Ah oui. Ah oui, déjà... Forcément, quand elle est juste en pot à pot, sans écharpe, je me pose, je m'endors alors, souvent. Donc on fait des activités plus calmes. Voilà, elle dort avec moi en plus la nuit, donc je me lève, s'il n'y a rien à faire, les levées sont pas pareilles, je l'allaite en dormant, je me réveille, je suis incapable de dire combien de fois j'allaite la nuit, absolument incapable. Il y a des moments où je dois me forcer à émerger de mon sommeil parce que j'entends qu'elle n'arrive pas bien à mettre le sein en bouche, donc il faut vraiment m'extirper, je dois ouvrir mes yeux, voir où ça en est, puis voilà, et puis je retombe tout de suite endormie. Donc ça, je suis sûre que je gagne pas mal d'heures de sommeil et des activités un peu plus calmes et de repos du corps et de l'esprit. Donc oui, je suis persuadée que voilà, on est plus détendu aussi de savoir que elle les aime. Cette fois-ci, c'est un beau cercle. L'enfant qui a peut-être du mal à sucer pour diverses raisons. Mazarine notamment, encore maintenant, quand elle est très nerveuse, n'arrive pas à prendre le sein correctement. C'est très compliqué, il faut que j'arrive à l'apaiser, l'endormir même. C'est compliqué ça. Et le seul moyen de le faire, c'est en pot à pot, en portage. C'est le seul moyen en marchant. Elle s'apaise et une fois qu'elle a retrouvé un certain calme ou qu'elle a dormi une dizaine de minutes, elle est capable de reprendre le sein correctement. Et puis, comme voilà, elle a 2-3 soucis de frein, elle stimule moins. Mais voilà. Comme elle stimule moins, j'ai toujours peur pour ma production de lait. Mais simplement de l'avoir en contact de ma peau, il y a quand même un échange d'ocytocine qui favorise la lactation. Et même s'il y a une moins bonne
une moins bonne prise au sein, il y a quand même une très bonne prise de poids, ce qui est très rassurant, quoi. Donc ça aide à franchir tous ces difficultés éventuelles là. Qu'est-ce que tu fais, Marius? Je fais des photos. Petit oiseau a bien fait doudou. Alors vous êtes également dans un livre qui apparaît dans le film. Oui, Un petit nu et puis s'en va, qui lui relate un peu toutes les façons qu'on peut envisager de porter son bébé, des façons d'installer des porte-bébés, les différents porte-bébés qui existent. Et puis ça parle d'histoire surtout, je pense. Le portage, c'est des histoires de maman, des histoires de famille, des histoires de bébés. Parce qu'on est tous différents, c'est ça qui est chouette. C'est que malgré nos histoires toutes différentes, il y a des points communs. Le portage en est un, le pot à pot aussi. Donc c'est gai de partager ça avec d'autres personnes et puis de le retrouver dans un chouette bouquin, bien illustré. En plus, c'est super sympa, plein de photos.